Bonjour à tous pour ce second épisode du podcast Brillants Esprits. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons aborder encore une fois un nouveau personnage historique dont nous allons analyser les compétences et les accomplissements pour dégager des concepts que nous allons pouvoir appliquer dans la vie de tous les jours. Dans cet épisode, nous allons parler d'un maître de l'éloquence dans la Rome antique et un éminent politique de Rome du 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous allons parler de Marcus Tullius Cicéron, ou plus communément appelé Cicéron. Nous allons commencer encore une fois par parler de sa biographie, avant d'analyser ses compétences, puis ensuite de donner des conseils d'application directe pour appliquer les éléments de sa réussite. Sur ce, commençons tout de suite. Cicéron est né le 3 janvier 106 avant Jésus-Christ en Arpinum, qui est une ville un peu au nord de Rome en Italie. Cicéron vient d'une famille de plébéiens qui signifie citoyens de la plèbe, qui sont en opposition avec les patriciens, qui sont l'aristocratie romaine de l'époque. Mais cette famille plébéienne dont Cicéron vient est assez puissante. C'est une riche famille de cultivateurs, probablement de pois chiches. Cette richesse permet à Cicéron de pouvoir partir faire des études de droit à Rome. À 17 ans, il s'engage dans l'armée et sert sous Pompée durant la guerre sociale. Lassé d'une carrière de militaire, il devient avocat à l'âge de 25 ans et gagne ses premiers procès. Après avoir attaqué publiquement Sylla dans un discours qu'il a fait durant un de ses procès, il part en Grèce pour fuir notamment Sylla, mais aussi pour étudier la philosophie et la rhétorique avec de prestigieux maîtres grecs. C'est là-bas qu'il forge ses principales idées républicaines et qu'il devient un amoureux de la démocratie qu'il protégera toute sa vie à Rome. Une fois ses études terminées, il revient à Rome et poursuit sa carrière d'avocat. Il devient notamment questeur à 30 ans qui est l'âge minimum pour être questeur, en moins 76 en Sicile. Le questeur, c'est la plus basse fonction politique qu'on peut avoir. Même en tant que questeur, il ne va pas négliger sa carrière d'avocat et deviendra par la suite aedile, qui est une plus haute juridiction dans l'ordre politique que questeur. Lorsqu'il est aedile, il devra faire face au principal événement qui marquera sa vie politique, la conjuration de Catilina. La conjuration de Catilina est le plus important fait d'armes que Cicéron aura accompli. Catilina est un noble endetté et déchu. Il aurait probablement assassiné son propre fils, c'est pour vous expliquer à quel point il était malhonnête, vicieux et totalement cratophile, c'est-à-dire qu'il fait passer sa soif de pouvoir devant les besoins de la démocratie. En moins 64 avant Jésus-Christ, il y a une élection pour devenir consul. Cette élection, Catilina et Cicéron y participent. Catilina perd et à partir de là, il commencera à vouloir monter un complot contre le pouvoir en place, notamment Cicéron, avec quelques alliés, et il lèvera une armée au nord de Rome en secret. Son projet, avec cette rébellion, est de faire assassiner plusieurs sénateurs romains et de faire incendier la ville de Rome. Malheureusement, ce secret ne sera pas très bien gardé. Un des alliés de Catilina va coucher avec une maîtresse, mais menaçant de le quitter, l'allié de Catilina va tout dévoiler à sa maîtresse pour espérer gagner ses faveurs. Malheureusement, la maîtresse parlera du plan de Catilina à la femme de Cicéron, et la femme de Cicéron préviendra directement Cicéron de ce qu'il se passe actuellement à Rome. Au début, personne ne croit la femme de Cicéron, à part Cicéron lui-même qui engagera un garde du corps pour protéger ses arrières. Et il eut raison, puisque un assassinat sera effectivement lancé contre lui, qui échouera par la présence du garde du corps. Suite à cela, Cicéron sera nommé consul, alors que, on le rappelle, il est de nature plébéienne et qu'il n'est absolument pas partie de l'aristocratie romaine. C'est déjà un fait qui est assez impressionnant pour une carrière politique romaine, puisque cela n'avait presque jamais lieu. Une fois nommé consul, Cicéron ira jusqu'à lever un état d'urgence à Rome, ce qui lui confère les pleins pouvoirs et met un arrêt à la démocratie romaine. Le 8 novembre en moins 63 avant Jésus-Christ, alors que Cicéron et le Sénat se rassemblent, il va lancer un discours qu'on appelle le premier catilinaire, et qui est le discours qui fera sombrer Catilina et son plan de coup d'état. Devant l'entièreté du Sénat, Cicéron accusera sans preuve Catilina d'être celui derrière la conspiration visant toute la ville de Rome. Catilina rétorquera. Cicéron n'est finalement qu'un paysan.
et il n'a pas à dire au grand Catilina qu'il est un assassin et qu'il est un ennemi public de Rome. Mais les gens qui sont présents dans ce Sénat n'aiment pas trop les arguments de Catilina. Catilina, devant la foule qui le hue, finira par s'enfuir, prouvant par cet acte la culpabilité de sa traîtrise envers la République romaine. Le lendemain, Cicéron annoncera devant tout le peuple romain la culpabilité de Catilina dans ce qu'on appelle le deuxième Catilinaire. Catilina, suite à cela, sera finalement arrêté et Cicéron insistera pour que la peine de mort soit réservée à lui ainsi qu'à tous ses alliés qui fomentaient un coup d'État contre Rome. Mais un personnage historique bien plus connu que Cicéron s'opposera à lui, affirmant que Catilina ne devait pas être exécuté mais enfermé. Ce personnage historique, c'est Jules César. À partir de ce moment-là, Cicéron et Jules César auront des relations qui seront bien plus complexes. Finalement, par l'intervention d'un tiers, les opposants à la République romaine seront exécutés comme le voulait Cicéron. Quelques années plus tard, il sera obligé de s'exiler après que Claudius, quelqu'un qu'il avait attaqué dans un procès, devienne tribun de la plèbe par la décision de César. Encore un peu plus tard, alors que Pompée revient de ses conquêtes d'Afrique, il y a une guerre civile entre Pompée et César. Cicéron décidera donc de soutenir Pompée, cependant il perdra, ce qui dégradera encore plus les relations entre César et Cicéron. En moins 55 avant Jésus-Christ, Cicéron se consacrera beaucoup plus à la philosophie politique et à la rhétorique. Il écrira notamment son ouvrage très célèbre De Oratore, qui se consacre sur l'art oratoire et la rhétorique pour un juriste, mais aussi un homme politique. Ses œuvres sont également très étudiées par tout temps et dans le monde entier, notamment dans le Moyen-Âge, mais aussi encore aujourd'hui. Après l'assassinat de Jules César en moins 44, Cicéron se fait de nombreux ennemis. Il y a notamment parmi eux Marc-Antoine. Cicéron choisit, au lieu de soutenir Marc-Antoine, de soutenir le jeune Octave, qui est le fils adoptif de César, donc qui héritera de leçons sur la rhétorique et sur l'art oratoire pour plus tard faire passer Marc-Antoine pour un débauché totalement ensorcelé par la reine d'Égypte Cléopâtre. Cicéron, lui de son côté, comme il est un fervent défenseur de la démocratie romaine, attaquera dans un plaidoyer Marc-Antoine, ce plaidoyer qui est très célèbre et qui s'appelle les Philippiques. Ce plaidoyer, il est fait en 16 discours. À la fin de ces 16 discours, qui sont de plus en plus violents, qui sont de plus en plus virulents à l'égard de Marc-Antoine, il se fera tout simplement exécuter en moins 43 par Marc-Antoine et cela signe la fin de la vie de Cicéron, mais pas de son héritage. En effet, l'héritage de Cicéron est extrêmement important. Il y a d'abord l'héritage qu'il passe intellectuellement par Octave, qui deviendra le premier empereur romain, mais il y a aussi l'héritage physique qu'il laisse, puisqu'il laisse beaucoup d'œuvres, comme je l'ai dit plus tôt, des livres sur l'art oratoire. Il laisse aussi beaucoup de discours, comme les Philippiques, qui sont encore étudiés aujourd'hui. Cicéron est donc l'un, si ce n'est le plus grand orateur romain qui n'ait jamais existé. Maintenant, nous allons passer à l'analyse. Qu'est-ce qui fait de Cicéron un grand homme? Qu'est-ce qui fait de Cicéron un homme qui a réussi et qui a marqué l'histoire? Tout d'abord, il est important de noter que Cicéron était un homme très érudit. Il est parti étudier le droit à Rome, il est parti étudier la philosophie et la rhétorique en Grèce. Ce qui fait de lui quelqu'un qui est très cultivé en matière de politique, en matière d'idées et de gouvernement. Il utilise aussi des méthodes spécifiques de mémoire pour apprendre ses discours par cœur. Par exemple, c'est l'un des plus célèbres utilisateurs de la méthode des loci, ou alors autrement appelée le palais mental, qui est une méthode qui consiste à associer des informations, comme par exemple des dates ou des parties de discours dans son cas, à des lieux existants que l'on se souvient dans son esprit. C'est en fait un cheminement passant de pièce en pièce que l'on connaît et associant les informations à différents meubles, à différentes parties de la maison ou du chemin pour se souvenir des informations. C'est une technique extrêmement efficace qui tient son origine durant l'Antiquité et qui, au fur et à mesure de l'histoire, n'a pas arrêté de prouver sa valeur. Et bien maîtrisée, ça peut vraiment être une technique de mémorisation qui en devient presque surhumain. Mais la plus grande force de Cicéron résidait dans son éloquence et sa persuasion.
En tant que juriste, il a fait fortune en persuadant, puisqu'il devait défendre des clients ou attaquer les parties adverses. Mais la rhétorique de Cicéron était un art qui était très codifié. La rhétorique avait 3 principaux objectifs. Docere, qu'il s'agit d'instruire, placere, qu'il s'agit de plaire, et movere, qu'il s'agit d'émouvoir. On instruit par le discours, on plaît par les arguments, la façon dont c'est mis en place, et on émeut par les sentiments que l'on provoque chez l'auditoire. Donc il y a pour ça 3 outils qui sont extrêmement importants. Le logos, qui constitue les arguments raisonnables du discours, l'éthos, qui est l'image que l'orateur renvoie à l'auditoire, et le pathos, qui sont les émotions qui découlent du discours jusqu'à l'auditoire. Mais Cicéron n'avait pas que l'éloquence pour lui. En effet, il avait su voir dans la conjuration de Catilina à travers justement le personnage de Catilina. Il savait exactement quel genre de personne était Catilina et ça lui a permis de croire en sa femme lorsqu'elle lui a dit que c'était Catilina qui formait le complot. En effet, personne ne croyait, à part Cicéron, que Catilina était un complotiste. Et effectivement, ça lui a sauvé la vie, comme on a dit tout à l'heure, puisqu'elle avait engagé le garde du corps et a évité par conséquent un assassinat. Cicéron faisait preuve d'énormément d'audace, puisqu'il a accusé Catilina sans preuve. En effet, au Sénat, il l'a totalement accusé sans preuve. Si Catilina n'était pas présent ce jour-là, ou si Catilina avait répondu autrement, avait répondu avec des arguments logiques, Cicéron aurait totalement été fichu. Il n'avait aucune preuve et pourtant, il a fait preuve d'éloquence et surtout, il a fait preuve de confiance en son discours et c'est ce qui a déstabilisé Catilina, c'est ce qui a fait qu'il ait répondu avec un ton si austère, un ton si méprisable et donc c'est ce qui a provoqué la chute de Catilina justement. Ça veut dire qu'il était totalement sûr de la présence de Catilina au Sénat. Il se doutait qu'il serait là. Comment a-t-il fait ça ? Eh bien tout simplement, il a vu à travers la personne de Catilina. Il savait très bien que Catilina, malgré le coup d'État, essaierait quand même de prendre le pouvoir de façon légale par le Sénat durant ce jour-ci. Et c'est justement par cette compréhension de la psyché de Catilina, de sa méthode, de sa manière de faire, de vivre, que Cicéron a pu lui tendre un piège et a pu lancer le premier catilinaire, ce qui a totalement fait échouer le coup d'État contre la République romaine. Ce total coup de poker a fait de Cicéron le père du peuple par les Romains. Cicéron était avant tout un homme de conviction. Il s'est battu pour la démocratie jusque dans la mort, comme on l'a vu avec Marc-Antoine. Que peut-on retenir alors de la vie de Cicéron ? Il faisait preuve de beaucoup d'audace, de persuasion et d'éloquence, et enfin de conviction. Ce sont des compétences qui sont à première vue très distinctes, mais en fait qui sont relativement proches. Tout d'abord, l'audace. C'est la capacité à accepter le défi, accepter l'inhabituel. En quelque sorte, c'est la créativité que l'on met dans une action. La persuasion et l'éloquence, dans un deuxième temps, c'est l'art de faire accepter sa pensée, de faire accepter sa vision des choses, de faire accepter sa vision du monde. Et la conviction, finalement, c'est justement cette vision du monde. C'est la vision des choses, comment vous voyez la chose et comment vous imaginez le monde. Les 3 ensemble forment le charisme et sont interdépendantes. La vraie base du charisme, c'est tout d'abord la conviction. La manière de voir les choses amène la persuasion, puisque quelqu'un qui croit en ce qu'il dit, qui est parfaitement honnête avec lui-même et qui a une vision, c'est très persuasif, car c'est extrêmement naturel, ça paraît très sincère et ça convainc les gens. L'audace sert la conviction, puisque par exemple quand Cicéron attaque Marc-Antoine dans les Philippiques, c'est extrêmement audacieux, car Marc-Antoine pourrait faire assassiner Cicéron, et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Mais Cicéron agit par conviction. Il brave la mort pour ses idéaux, et c'est ce qui différencie les hommes grands des grands hommes. Cela rend les Philippiques le plus grand texte de Cicéron et il est, comme on l'a dit, très étudié par toute époque. Donc comment se servir de toutes ces qualités ? Comment les obtenir ? Eh bien d'abord, il faut trouver sa conviction, sa raison de vivre. C'est la première étape. Puisque en tournant sa vie envers un but qui est plus grand que soi, donc par exemple la paix, l'amour, la vérité ou encore la justice, eh bien on peut trouver justement cette conviction propre. Mais il faut que ce soit un concept qui vous tienne à cœur. Il faut que ce soit quelque chose d'abstrait en soi, mais concret pour vous. Plus c'est un concept philosophique, plus c'est un concept grandiose, plus c'est un concept mystique, et meilleur c'est. Il faut que ce soit vraiment un concept qui nous dépasse tous, mais qui nous concerne tous en même temps. Après la conviction vient l'audace. Vous devez agir pour votre cause, pour accomplir votre vision du monde. Si votre vision du monde est juste, elle doit être imposée par des actes. En effet, quelqu'un qui agit pour la paix doit imposer cette paix.
Le mieux, évidemment, c'est par des actions qui sont assez pacifiques, puisque vous prenez la paix, donc ce serait un peu bizarre de le faire par la violence, un peu à la façon de Mahatma Gandhi, qui justement prenait la paix par des manifestations pacifiques. Mais parfois même, vous devez partager votre opinion devant une assemblée ou un auditoire, comme Cicéron le faisait très souvent. Quelqu'un qui est confiant en sa vision est extrêmement convaincant. Mais cela ne suffit pas toujours, puisque vous avez beau avoir une conviction très personnelle, très puissante, et des actes qui le reflètent, si vous avez l'audace de vous montrer devant tout le monde pour partager cette conviction, mais que vous n'avez aucun sens de la rhétorique, si vous ne savez pas parler en public, eh bien cela ne fera pas une grande différence. L'art oratoire permet de décupler la puissance du message que vous portez. Mais alors, comment devenir plus éloquent? Première étape, il faut d'abord structurer ses idées. On a dit que Cicéron passait beaucoup de temps à structurer ses idées, mais aussi à apprendre son discours par cœur. Il faut aussi, dans un second temps, utiliser un vocabulaire qui soit clair, qui soit précis, mais qui soit aussi très simple. Les gens ne veulent pas entendre des choses compliquées, ils ne veulent pas entendre des choses qu'ils ne comprennent pas. Ce qu'ils veulent, c'est un discours clair, précis et émouvant. La troisième étape, c'est tout simplement d'améliorer son éloquence. Comment on améliore son éloquence? Alors pour ça, je peux vous donner des conseils très pratiques, puisque je suis justement en train de le faire. Il s'agit tout simplement d'essayer d'enlever au maximum les mots parasites et d'utiliser les blancs à son avantage. Donc vous pouvez faire ça en lançant votre podcast par exemple, mais vous pouvez aussi essayer de vous filmer en train de parler et petit à petit, en disant des phrases simples, en parlant devant la caméra, vous pourrez vous réécouter et essayer à chaque fois consciemment d'éliminer tous les mots parasites, d'essayer de parler plus lentement, de parler avec plus de conviction, et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous pourrez énoncer des idées plus clairement et devenir tout simplement plus éloquent. En devenant plus éloquent, mais aussi en devenant plus audacieux et en trouvant sa conviction réelle pour faire changer les choses, pour faire changer votre vie, pour faire changer même le monde si vous y arrivez, vous pourrez influencer les gens pour rejoindre votre cause, et cela vous fera gagner énormément en charisme, et cela vous permettra de réaliser des projets qui vous tiennent vraiment à cœur et qui auront un impact sur les gens qui vous entourent et même sur les gens en général. Je pense que ces qualités sont les plus importantes, cela dit. En effet, on recherche activement des gens qui se battent pour leurs idées, puisqu'il y a de moins en moins de personnes qui se battent pour leurs idées. Avant, on avait des leaders extrêmement charismatiques, des gens qui portaient des convictions, comme notamment Nelson Mandela, je pense, mais aussi des personnes comme autant de la Révolution française, comme avec l'exemple de Danton. Toutes ces personnes étaient des visionnaires, mais aussi des gens de conviction et d'éloquence. En conclusion, on peut dire que Cicéron était effectivement le plus grand orateur de la Rome antique, et si l'on se penche sur son histoire, on peut trouver quelques conseils, surtout en matière d'éloquence, mais il ne faut pas oublier aussi la perception qu'il avait de ses adversaires, notamment Catilina, et comment il a pu utiliser cette perception et justement son charisme, son éloquence, pour pouvoir contrecarrer les plans de coup d'état de Catilina et de ses alliés. Donc merci de m'avoir écouté pour ce second épisode de mon podcast. Donc ça a été un peu le bordel pour tourner le précédent. J'ai dû faire un peu tout ça dans le rush, mais c'est bon, maintenant je suis plutôt bien mis sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me suivre notamment sur mon compte Instagram, donc Brillants Esprits. Vous pouvez aussi me suivre sur Spotify, c'est extrêmement important. Si vous voulez entendre le podcast autre chose que sur YouTube, vous pouvez aller sur Spotify. Je suis actuellement aussi en train de vérifier mon podcast sur Amazon Podcast. Ça devrait être fait dans les jours qui suivent. Évidemment, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne YouTube. Et je voudrais vous demander aussi, si vous êtes resté jusqu'ici, des personnages historiques que je pourrais traiter. J'ai évidemment beaucoup d'idées de personnages à traiter, mais j'aimerais aussi entendre ce que ma communauté a envie d'entendre et de quel personnage historique ma communauté a envie que je traite. Sur ce, je vous dis au revoir à samedi prochain pour un nouvel épisode de Brillants Esprits.